Compose, épisode 26. C'est pas facile, mais à la fois, moi, c'est vraiment, je crois que c'est la seule manière que j'ai envie de vivre ma vie. Enfin, ça c'est vraiment un déclic récent. Parce que pendant longtemps, je me suis hyper focalisée sur la psycho, et puis je me suis dit, bah, tiens, en fait, il y a d'autres choses que j'ai envie de faire, et l'équilibre ne me convient pas trop pour le moment. Et donc là, j'ai un peu cette balance qui s'est enfin mise et qui m'épanouit énormément. Et donc là, j'ai enfin cet équilibre où je fais un peu de cabinet, un peu de peinture et un peu de photo, et donc j'ai un quotidien hyper diversifié. Et c'est très plaisant, parce que il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de complémentarité, et du coup je trouve qu'on fait vraiment les choses à fond, parce qu'on ne se lasse pas, parce que tout est... Ouais, c'est ça. Ça répond à des besoins différents. Donc t'as envie d'y retourner à chaque fois dès que t'as fait une autre chose, et donc il y a un peu cette tournante entre les trois médias, donc c'est très gai. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Marine d'Outremont. Marine, elle est photographe, peintre et psychologue, et elle pratique l'art-thérapie. Ensemble, on a parlé de sa première passion pour la photo, née il y a 12 ans, du moment où elle en a fait un métier, du syndrome de l'imposteur, de son attrait pour la couleur, de l'écoute de soi, de son intérêt pour l'humain qui l'a menée à des études de psychologie, des ponts qu'elle fait aujourd'hui entre la psycho, la photo et la peinture, d'Instagram, de sa première expo de peinture à l'abbaye de la Cambre. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Marine d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. C'est avec plaisir. Tu es donc photographe, peintre et psychologue. Je propose qu'on commence un peu par parler de photographie, parce que je crois que c'est par là que tu as commencé. Ouais, tout à fait. Tu peux m'expliquer un peu comment est né en fait ton intérêt pour la photo ? Ouais, du coup c'est vraiment né quand j'étais toute petite, parce qu'on avait toujours un appareil argentique avec nous. On l'emmenait vraiment partout, en vacances, voilà. Enfin, je chipais tout le temps l'appareil photo de mes parents. Et donc voilà, c'était toujours le moment super excitant où on attendait les impressions de photos. Enfin, je me rappelle vraiment que ça m'a accompagnée toute mon enfance. Et du coup, j'ai voulu un peu approfondir l'expérience à l'adolescence. Donc à 16 ans, j'ai acheté mon premier appareil photo avec mes petites économies. Et c'était le plus bel investissement que j'ai fait, parce que ça m'a permis de vraiment débuter une longue passion qui me suit maintenant depuis 12 ans. Donc j'ai eu le temps d'explorer et de trouver vraiment des styles différents. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimais au début photographier ? Qu'est-ce que tu photographiais vraiment quand tu as eu ton premier appareil comme ça ? N'importe quoi. Au début, on explore, on connaît rien, on est hyper excité. Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment le cas. J'avais une sorte d'excitation de tout ce que je pouvais faire avec ce média que je comprenais pas du tout encore. Du coup, je crois que j'ai dû commencer comme le classique où on prend en photo des fleurs et des abeilles. Et puis, j'ai vite compris que ça m'embêtait et qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre en photo les gens. Je trouvais ça beaucoup plus stimulant. Et j'avais l'impression qu'il y avait tellement de choses que je pouvais faire et que je pouvais juste pas m'embêter. Et donc, ça a vite été mon truc de prendre, commencer par les amis, et puis après on commence à explorer, on se dit tiens, on changerait bien de tête, et puis on commence à contacter des gens qu'on connaît moins, etc. Et puis de là, c'est une longue exploration de trouver vraiment ce qu'on aime dans cet univers-là, quoi. Et justement, qui tu photographiais au fur et à mesure, comme ça tu as fait appel à des personnes que tu ne connaissais pas, tu leur as proposé de les photographier ? Ouais, tout à fait. Donc au début, je crois que c'est un peu un classique, on prend en photo les amis qui veulent bien bénévolement prêter leur image. Puis à un moment, on commence à avoir fait le tour, donc c'est vrai que ça devient un peu nécessaire d'aller explorer et de sortir sa zone de confort. Après, je suis une nature quand même assez sociable, donc c'était un plaisir pour moi d'aller parler à tout le monde, de dire hey, salut, ça te dirait de faire des photos ensemble. Et donc mais à l'époque, c'était vraiment j'avais Facebook qui était un média pour contacter des gens, ou j'ai assez vite été du genre à vraiment à aborder les gens dans la rue. Et maintenant je n'ai aucune gêne. Je suis insupportable, donc dès que je vois quelqu'un, je marche vers lui et je lui dis écoute, je trouve que tu as vraiment un chouette profil, si ça te dit on peut faire des photos ensemble. Donc il y a un côté vachement spontané. Et alors maintenant, j'ai aussi ce truc où j'aime beaucoup faire des photos à l'étranger. Donc là, c'est beaucoup plus galère parce que fatalement, quand tu connais pas les gens qui y vivent, c'est moins facile. Mais du coup, je renouvelle un peu l'expérience. J'essaie d'aller aborder quand même les gens. Ou alors, via les réseaux, on trouve assez vite des personnes qui peuvent être intéressées. Donc voilà. Et qu'est-ce qui capte ton attention ? Pourquoi tu vas vers cette personne en particulier ? Ouais, c'est une bonne question, parce que je trouve ça hyper dur à décrire. Pour moi, c'est qu'elle dégage quelque chose qui me touche, en fait. Ça va être différent pour chacun, mais je trouve qu'il y a une authenticité, il y a un truc qui est dégagé au niveau émotionnel que je trouve juste... en fait, ça me capte direct et je sens que ça vibre à l'intérieur. Et je me dis, OK, là, il faut. Et j'ai ça à tous les X, je sais pas comment t'expliquer, il n'y a pas de critères objectifs, mais il y a un truc qui vibre et je me dis ça, je vais pouvoir faire quelque chose avec cette personne-là, quoi. Et quelles sont les ambiances comme ça dans lesquelles tu aimes les photographier ? Donc là, j'ai enfin, après 12 ans, compris ce que j'aimais bien faire. Et donc maintenant, il y a vraiment deux axes un peu que j'aime bien explorer. Il y a
les décors d'eau. Donc, dès qu'il y a de l'eau, peu importe que ce soit un lac, étang, mer, océan, tout et n'importe quoi qui a de l'eau, une piscine. Enfin voilà, vraiment, je sais pas, je trouve que c'est une matière qui est hyper intrigante en photo et je trouve qu'elle permet de faire ressortir vraiment quelque chose de super intense et ça, ouais, je sais pas, j'aime beaucoup ça. Donc quand c'est des séances photo plus organisées, c'est vraiment vers ça qu'on va s'orienter. Et alors après, il y a les portraits beaucoup plus spontanés où là, c'est vraiment le visage qui me... Je sais pas, il y a vraiment quelque chose dans les expressions faciales, dans ce que la personne dégage, et c'est vraiment au niveau du visage que ça va se jouer. Et alors là, je vais juste faire un portrait de la personne. Et donc ça peut être quelque chose de super spontané. Je sais pas, encore il y a pas longtemps, je me baladais dans les rues de Berlin et je sais pas, j'avais cette rue où je pouvais pas m'arrêter, quoi. Dès que je voyais quelqu'un, j'étais là, mais il faut que je la prenne en photo et il faut que je le prenne. Et j'étais insupportable. J'étais dans une visite guidée où j'ai pas su m'arrêter et j'ai pas su écouter tout ce qui se racontait. Donc on a dû me briefer après. Mais j'ai eu plein de super portraits et j'ai fait plein de super rencontres parce qu'au final, c'est une manière de connecter qui est super belle, tu vois. Mm-hmm. Donc, ouais. Et à partir de quand c'est devenu un peu un métier, en fait? À partir de quand tu t'es rendu compte que ça devenait plus professionnel qu'une passion? Bah, je trouve la frontière, elle est hyper fine, tu vois. Encore maintenant, il y a des projets que je vais faire plus pour le côté personnel. Et puis, il y en a d'autres où voilà, ça va être des personnes qui viennent à moi pour demander des choses précises. Et l'exercice n'est pas du tout le même. Et donc, je pense que ça a commencé comme ça, de tiens, j'aimerais faire ça. Et moi, ce n'est pas nécessairement l'idée qui me serait venue naturellement. Et donc, rejoindre la personne dans sa demande, c'est là que ça devient pour moi de professionnel. Ouais. Et alors après, tu as les projets plus personnels où tu viens explorer des idées... des trucs que tu as envie d'explorer. Et là, c'est un peu toi qui viens proposer quelque chose à l'autre. Et en tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses, quoi. Et est-ce que tu as commencé aussi à faire des événements, comme des mariages, comme des... Voilà, un peu tout. Et comment c'est né, en fait, ça aussi? C'est un peu du bouche à oreille. Ou, tu vois, moi, c'est quand même vachement réseau, dans le sens où... En fait, c'est rigolo parce que tu vois, moi de base, j'ai quand même étudié la psycho, donc ça n'a rien à voir avec ça. Et du coup, fatalement, tout ce réseau psycho n'a pas nécessairement des contacts avec des personnes qui bossent dans la photo. Et donc, tu viens un peu vite facilement la référence. Donc, c'est assez rigolo d'être un peu toujours la minorité dans un groupe où, tu vois, là, je suis perçue comme la photographe des gens qui sont dans cet univers-là. Et puis, inversement, j'ai un peu je dirais, syndrome de l'imposteur où parmi les photographes, j'ai pas l'impression d'y appartenir alors qu'on fait un peu les mêmes choses. Mais... Donc, t'as assez naturellement des propositions qui se font, effectivement, mariage, événementiel professionnel, enfin voilà, il y a de tout, vraiment, on peut tout faire, quoi. Mais c'est assez chouette et je trouve que c'est une discipline à nouveau différente parce qu'il y a beaucoup plus de spontanéité que je trouve hyper belle en photo. Dans un événement, la personne ne va surtout pas te voir. En fait, elle ne se rend pas compte tu fais bien l'exercice de la discrétion, qui n'est pas toujours facile, de la capter dans un moment où il y a quelque chose qui se passe et qui, pour moi, est hyper joli, où la personne est mise en avant. Et d'arriver à la capter, c'est hyper beau. Et tandis que tu n'auras pas ça quand tu recrées un show, où là, la personne, elle est au courant de l'exercice. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti comme ça quand des premières personnes ont commencé à faire appel à toi ? Oh, c'est hyper flatteur, c'est hyper flatteur. En fait, il n'y a rien de plus jouissif que de pouvoir travailler dans ce qui te passionne, en fait. Et donc, c'est hyper... moi, encore maintenant, je suis hyper touchée et honorée à chaque fois qu'on me contacte. Et je remercie les gens en disant merci de l'opportunité que tu me donnes parce que tu me permets de travailler dans ce qui me passionne. Et je trouve que c'est une chance, en fait. Donc, ouais. Et ça fait vraiment une reconnaissance. Et ça aide aussi vraiment. Par rapport à ton syndrome de l'imposteur éventuel ? Bonne question. Je ne sais pas. Je sais pas si ça aide. Je pense qu'on le garde pendant longtemps, ce petit bazar-là. Mais oui, j'imagine que ça aide. Après, je pense que voilà, syndrome d'imposteur, ça se travaille tout seul. Donc, je dois apprendre moi-même à me dire que c'est pas mal, c'est pas trop mal ce que je fais et que je dois pas attendre le feedback d'autrui, mais on est vite dans le piège. Hein, donc ouais. Et la peinture, ça fait combien de temps que tu as commencé ça ? Bonne question. Ça peut... Wow. Franchement, là, comme ça, je sais pas trop. Ça doit faire peut-être 4 ans. 4, max 5 ans. 4 ans, je dirais, un truc comme ça. Et comment tu as commencé à toucher à ça ? Donc la peinture, c'était vraiment... c'était un pur hasard. Donc c'était vraiment... j'avais des vacances à Bordeaux chez une amie. Donc c'est vraiment une maison de campagne hyper chouette dans un univers très artistique où il y a la maman qui peint, enfin voilà, tout le monde fait des choses. Et ça a débuté avec une soirée Posca
où voilà, il y avait toute la fratrie, on était tous par terre avec des feutres de peinture. Et c'était très nouveau pour moi et je ne savais pas du tout comment commencer. J'étais très intimidée. Et puis en fait, j'ai direct accroché. Et il y a à nouveau ce truc qui a vibré à l'intérieur. Je me suis dit, waouh, ça plus jamais je lâche, quoi. Et donc j'ai commencé avec le dessin de feutre d'acrylique. Et puis assez vite, à nouveau, c'est cette même logique. Hein. Donc peu importe, je pense, le média artistique, tu as envie d'explorer, de te dire c'est quoi mon truc en fait. Et donc du coup, assez vite, je me suis tournée vers la peinture acrylique. Au début, je faisais un peu tout et n'importe quoi, parce que j'ai vite compris que mon truc, c'était de l'abstrait. Donc, voilà, je me mettais pas à dessiner des pommes ou des trucs comme ça. Alors, il y a des gens qui font ça très bien, je trouve ça très beau, mais moi, je ne suis absolument incapable de le faire. Donc, voilà, j'ai vite compris que l'abstrait, c'est mon délire, mais je savais pas trop comment, parce que vraiment, tout est possible, fatalement, dans l'abstrait. Et t'as pas vraiment de... Enfin, en tout cas, de ce que je comprends, tout est possible, donc il n'y a pas vraiment de code. À toi de les créer. Et voilà, j'ai perdu un peu le fil. Non, c'était un peu, comment tu t'es lancée en fait. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc ça fait peut-être 1 an que j'ai vraiment compris c'était quoi mon truc. Et donc maintenant, je fais des carrés, parce que c'est vraiment En fait, il y a une recherche de format aussi, ça fait partie du processus de création. Et donc j'ai vraiment compris que le carré, c'était vraiment un truc qui me permettait d'aller jouer avec des géométries, des symétries qui m'intéressent vraiment. Et donc je fais 3 formats de carrés. Alors après, par contre, j'explore dans les techniques, dans le contenu, mais ça va toujours être de la peinture acrylique. Voilà. Et au niveau, tes tableaux sont aussi très colorés, que ce soit un peu plus foncé comme celui qui est juste à côté de nous, ou un peu plus clair. Il y a toujours beaucoup de couleurs. Tout à fait. C'est vraiment, ça vient naturellement. Ouais. J'ai déjà essayé de faire des peintures plus neutres de couleurs, donc blanc, noir, ce genre de choses-là, et je me sens très triste quand je les fais. Donc pour ma santé mentale, j'ai décidé de rester dans les couleurs. Non, et puis en fait, c'est juste, je sais pas, je suis quelqu'un comme ça. La plupart du temps, je mets tout le temps des couleurs quand je m'habille. J'ai l'impression d'être quand même un personnage assez coloré. Enfin, ça fait partie de ce qui me vient naturellement. Et j'ai déjà fait l'exercice. Donc souvent, quand je commence une peinture, je mets toutes mes peintures dans tous les sens. Et je me dis par moments, allez, on essaye. Mais non, je vais revenir naturellement vers des couleurs. Il y a une attirance. Et c'est très joyeux de le vivre avec ces peintures dans mon quotidien. Je le vois bien, je les regarde et ça me fait sourire. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et dans quel état d'esprit tu es quand tu peins ? En fait, c'est très spécial. Je trouve que... Ouais, je sais pas. Moi, j'étais pas assez au courant, en tout cas, de ça, mais je me suis rendu compte qu'il y avait comme un état de transe, je trouve, dans lequel t'es quand tu vas peindre, et je l'ai pas souvent. Donc, c'est pour ça que je fais peu de peinture, mais quand je l'ai fait, je sais que je vais en faire une qui va être direct bien. Donc, j'ai quasiment jamais de peinture un peu ratée, sauf si, et ça, j'en ai fait l'expérience, je me force. Donc, par exemple, si j'en fais 2 d'affilée, je suis absolument fatiguée, stressée, etc. C'est l'état dans lequel j'étais quand j'ai fait cette peinture-là, et je crois que ça se ressent. On m'a donné le feedback qu'elle était très sombre. Donc voilà, donc c'est un peu la leçon de... Il faut y aller avec une impulse et en fonction de ce que tu as envie de communiquer, tu vois. Et moi, j'aime vraiment communiquer de la joie, des trucs qui sont peps et qui font du bien au regard. Et pour ça, faut avoir un état d'esprit qui va de pair, tu vois. Et donc, vraiment, tu sens le moment où tu dois te mettre devant le tableau et commencer à peindre. Tout à fait. En général, je le sens venir déjà depuis une semaine. J'ai une idée qui commence à déjà commencer dans la tête. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi tout un processus de recherche avant. En tout cas, moi, j'aime beaucoup aller voir plein d'artistes. Enfin, vraiment, je me nourris de ça. Je regarde tout le temps des œuvres. Et pas que, en fait, parce que je trouve que les sources de stimulation peuvent être hyper diverses. Donc, ça peut être, je sais pas, je vois une photo, j'adore les gammes de couleurs. Je vois un paysage. Enfin, voilà, c'est n'importe quel impulse est bonne. Et il y a ce truc il y a l'idée qui est activée. Et donc, du coup, par exemple, les gammes de couleurs, la texture, etc. Et puis, une fois que l'impulse est là, elle travaille dans la tête. Et puis après, tu sens que dans la semaine, il va falloir la déposer, quoi. Et c'est vraiment un état différent quand tu peins ou quand tu photographies ? Bonne question. Après, ça fait plus longtemps que je fais de la photo, donc c'est plus automatisé aussi. Je crois que je me connais mieux. Là, la peinture reste quelque chose de beaucoup plus spontané. C'est vrai que c'est très conditionnel à un état dans lequel je vais être. La photo, je peux beaucoup plus avoir d'impact et de contrôle sur cet état et donc faire plus facilement ces photos-là. Les peintures, c'est impossible. Je l'ai expérimenté, à chaque fois, c'est vraiment des peintures ratées. Donc, je suis obligée d'apprendre de ces expériences. Donc, c'est pas les mêmes choses. Et un art nourrit l'autre ou pas du tout ? Ou c'est vraiment distinct chez toi ? Bonne question. Il y a un peu j'ai essayé de faire un pont, parce que c'est vrai qu'à un moment, j'ai commencé à essayer de réfléchir, c'est un peu quoi mon identité artistique.
Parce que c'est vrai que ça vaut la peine de faire le point tous les X, de se dire qu'est-ce que je fais en fait moi. et donc je me suis dit mais tiens en fait moi je fais deux choses, pourquoi est-ce que je pourrais pas les lier, tu vois. Et donc du coup c'est de là que j'ai voulu un peu mettre en place un projet où je prenais les gens en photo devant mes peintures. Et donc l'impulse c'était vraiment d'aller créer une peinture sur base de ce que quelqu'un me dégageait, donc j'ai une photo de cette personne. Et alors après créer la peinture, et donc du coup en fait t'as plein de choses. Par exemple si je te regarde je me dis tiens ok il y a des gammes de couleurs qu'elle aime bien. Tu m'as parlé de ton salon par exemple. C'est des infos qui restent, et donc sur base de ça on peut faire un peu une synthèse de ok je crois que j'ai cerné le goût, ce que dégage la personne, et je peux créer quelque chose qui va essayer de la représenter, qui va la mettre en valeur. Et donc dans cette idée là du coup j'ai pu prendre en photo des gens devant des peintures. Donc ça c'est un peu la connexion que j'ai pu créer. Et puis par moments, voilà, juste déjà des peintures qui traînent que j'utilise en fond. Donc ça, c'est un peu la connexion. Mais sinon, c'est deux choses pour moi très différentes. Mais je pense qu'il y a un processus créatif qui est le même, peu importe ton média artistique, d'aller là où ça vibre et de sentir que... Excuse-moi. Qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de te parler, et donc d'être super cohérent et de ne pas forcer les choses. D'aller vraiment juste là où ça te parle au niveau, je sais pas, valeur, émotion et tout. D'apprendre à t'écouter, en fait. C'est ça. Voilà. Pour moi, en fait, c'est ça qui me fascine dans l'art, c'est que c'est un... pour le coup, travail en tant que psychologue, il y a une belle connexion au niveau écoute de soi, quoi. Au plus tu vas être vraiment à l'écoute de tes besoins, de ce qui est cohérent, ce qui est juste, au plus ton truc va vraiment transmettre des émotions et parler aux gens. Moi, j'ai ça beaucoup en photo. C'est qu'à nouveau, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. C'est que, donc voilà, mon truc maintenant que je me rends compte, c'est les portraits... et communiquer des émotions au travers des portraits, et d'aller capter qu'est-ce qui est authentique chez la personne, c'est quoi ces mimiques, ces trucs où je me dis ah ça c'est trop mignon quand la personne fait ça, je vais essayer de l'avoir. Et donc c'est vraiment par une réelle interaction, un truc super où j'essaie vraiment de mettre l'autre à l'aise. Moi je viens de taper ton micro. Mettre l'autre vraiment à l'aise et d'avoir vraiment comme toi, voilà, tu vois, dans ce podcast où tu essaies vraiment d'être, c'est une petite bulle où on vient discuter, mais moi c'est pareil, c'est oublie que je te prends en photo et on va juste s'amuser ensemble, et je vais essayer de te montrer comment je peux te capter quand toi, t'es vraiment toi-même et que tu oublies qu'il y a ce genre de choses-là. Et souvent, c'est les photos qui parlent le plus parce qu'on sent toute la sincérité dans la photo. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais qui est pour moi merveilleux. Et justement, alors, l'émotion que, par exemple, une personne extérieure ressent quand elle regarde ta photo, elle vient plus de cette personne en particulier ou de ta manière de capter ce moment ? Je suis pas sûre de comprendre. Tu vois, est-ce que c'est plus vraiment la personne qui va dégager une émotion ou... l'image que tu en fais, quoi. Ouais, ok. Je vais tenter. On va voir si je réponds à ta question. Oui, c'est un peu abstrait ouais. C'est une question philosophique. Voilà. Mais je tente. Tu me dis si ça va pas dans ta direction. Mais alors, il y a ce premier repérage de la personne. Donc, soit c'est quelqu'un que je croise dans la rue, soit quelqu'un que j'ai déjà vu dans des autres photos. Enfin, voilà. Il y a plein de manières de capter quelqu'un. Et si c'est quelqu'un que j'ai déjà vu dans la vraie vie, entre guillemets, ce moment où je me dis « Oh !» et que je la perçois, c'est parce que j'ai vu cette micro-expression, je me dis ça, je l'ai vu en photo. Et donc, c'est quelqu'un qui va faire ça naturellement, qui va être elle-même, en fait. Et ça qui m'intéresse, c'est que les gens soient vraiment eux-mêmes. Et c'est vrai que ça, je me permets un peu de me désolidariser, entre guillemets, d'une habitude qu'on peut avoir en photo, d'aller créer des choses, d'aller pousser les gens à faire des choses qu'ils naturellement ne feraient pas. Alors, je dis pas, je crois que c'est un exercice vraiment hyper beau et que je fais aussi par moment. Mais par moment, ce qui m'intéresse, c'est de juste dire, mais non, tu sais quoi, on va juste être soit toi-même, et c'est ça qui va être intéressant. Et donc, par moment, je vais aider la personne à reproduire ce qu'elle a fait naturellement, parce que fatalement, tu t'en rends pas compte. Et donc, du coup, c'est de la recréer des micro-interactions qui permettent de recapter ces petites expressions, ces émotions. Et alors, souvent aussi, un truc que je remarque, c'est que moi, j'aime beaucoup jouer avec les émotions pendant les photos, parce que souvent, naturellement, les gens vont se crisper, ils sont pas super à l'aise, c'est un exercice hyper difficile d'être pris en photo. Et donc, du coup, moi, j'aime bien un petit peu rajouter des couches émotionnelles, une fois qu'on a un peu capté comment mettre la personne en valeur en fonction des angles, etc. Et souvent, je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'ai remarqué, en tout cas, cette technique, je l'utilise beaucoup, c'est qu'il y a une émotion qui va mettre en valeur chacun. Et donc, je sais pas, il y en a, ça va être la joie, d'autres, ça va être la colère, etc. Et en fait, souvent, c'est directement, quand on regarde les photos ensemble, on sent un truc qui se passe et on se dit « Oh, ça, c'est la meilleure ». Et donc, on va maintenir un peu cet état émotionnel. Donc, la personne va se mettre dans un état où elle réfléchit à quelque chose qui suscite chez elle. Donc, c'est vraiment très, très vrai. En fait, c'est un exercice de comédie presque, mais avec un échantillon de vrais trucs qui se passent dans la tête de la personne. Et direct, ça se voit, quoi. C'est hyper authentique. Et comme souvent, c'est des personnes comme ça que tu croises et que tu as envie de capter, ça t'arrive quand même de travailler aussi avec des professionnels, des mannequins ? C'est rare. Moi, j'aime bien apprendre les gens un peu de manière brute, comme ça, quand ils n'y connaissent rien du tout. Parce qu'en fait, du coup, ils n'ont pas nécessairement les... En fait, j'ai l'impression que... quand tu travailles en tant que modèle photo, c'est vraiment une discipline hyper... moi, que j'admire. Vraiment, je serais incapable de travailler là-dedans. Je félicite les gens qui ont ce courage-là. Il faut
beaucoup de patience. Enfin, c'est vraiment, voilà. Mais donc, du coup, j'ai l'impression d'une méthodologie au niveau posture. Et donc, c'est vrai que directement, les quelques fois où j'ai travaillé effectivement avec des gens qui avaient vraiment toute une expertise, c'est des gens qui vont direct à chaque clic pour changer de pose, changer de truc, et ils connaissent tout ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que c'est très intéressant, ça me fait des photos très différentes et très belles. Mais par moments, j'aime bien un peu coincer ces gens-là, se dire, attends, oublie tout ce qui est dur, parce que c'est toute leur expertise. Mets tout ça de côté, et nous, on va revenir sur un truc simple. Basique, comme dirait Orelsan. Bien placé. Et du coup, redeviens cette personne qui, dans son quotidien, oublie d'être modèle. Et donc, et pour moi, ça fait des trucs plus, qui m'intéressent personnellement plus. Après, tout est très beau et tout est très bien. Mais... En fait, tu as vraiment un grand intérêt pour l'humain de manière générale. Ouais, vraiment. Ouais, ça reste ma passion number one. C'est comme ça que tu es arrivée à faire des études de psychologie ? Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, ça a toujours été une grande intrigue pour moi, l'humain. Je voulais tout comprendre. Alors, je ne comprends évidemment pas du tout, mais ça reste un objectif. Si en plus on peut aller plus loin, au mieux. Du coup, ouais, c'est chouette. Et puis, je vois bien des ponts qu'il y a entre la psycho, photo, peinture & co. Il y a vraiment, tu peux faire des connexions dans, je pense, tous les médias du monde. Et j'aime beaucoup utiliser un peu... parce qu'apparemment, mentalement, tu as un peu une déformation professionnelle où tu apprends, je l'espère quand même, à mettre les gens un peu à l'aise en thérapie. Je sais pas, en général, m'a quand même donné le feedback que ça se sentait que j'avais un autre métier sur le côté où j'apprenais à mettre les gens à l'aise. Et donc, du coup, il y a plus vite ce truc où les gens baissent leur garde et on est vraiment dans un truc un peu authentique. Puis par moments, je pioche quelques petits exercices pour se détendre. Par moments, je vais aussi piocher dans l'improvisation théâtrale qui permet d'aller vraiment détendre le corps, d'utiliser tout ça. Et je trouve qu'il y a vraiment une belle rencontre à faire entre tous les médias parce que c'est comme ça que je trouve que tu peux aller encore plus loin au niveau de l'exploration, quoi. Oui, tu utilises vraiment l'art dans tes thérapies. Ouais. Donc c'est vrai qu'en thérapie, ouais. Donc là, ça fait quelques années que je travaille en cabinet. Je fais plusieurs choses. Donc moi, je me suis spécialisée. Donc là, je viens de finir ma spécialisation, c'est en psychothérapie intégrative. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la TCC globalement. Donc c'est cibler tout ce qui est pensée, comportement, etc. Donc il y a vraiment cette approche-là que j'utilise énormément, donc qui est le squelette de mes thérapies. Mais après, j'ai effectivement essayé d'intégrer quand même mes médias artistiques dedans. Et donc j'utilise la photographie, je fais de la photothérapie. Donc ça, c'est vraiment, j'ai essayé de me l'approprier, de voir un peu comment je pouvais faire le pont entre ma formation qui se veut très scientifique et très dans les recherches qui montrent ce qui fonctionne. En fait, c'est hyper important pour moi de proposer quelque chose qui a un gage d'efficacité et donc d'appliquer à ça des médias qui par moments sont très alternatifs et qu'on ne sait pas toujours comment inclure. Et donc j'essaie d'utiliser ces médias-là. Et donc j'utilise la photo, la peinture et aussi l'improvisation théâtrale. Et du coup, en photo, c'est vraiment l'idée d'aller, aider l'autre à se percevoir de manière peut-être se redécouvrir dans son image, en osant essayer d'accepter peut-être ce qu'il est moins et en redécouvrant les aspects peut-être qu'il ne perçoit pas, qui peut être tout à fait beau. Et donc d'essayer, tu vois, toujours dans cette même astuce et logique de se dire, attends, je vais te montrer comment je te vois, parce que peut-être tu as oublié de te regarder comme ça, et je vais essayer de faire cet exercice, de te rejoindre dans ce qui te plaît. Et donc il y a vraiment tout, enfin, c'est pas une séance photo isolée, quoi. C'est vraiment tout un processus de création qu'on fait à deux, où la personne va vraiment expliquer comment elle se perçoit, son historique corporel, c'est son goût, parce qu'en fait, on est tous très différents, donc on n'aime pas tous les mêmes choses. Et moi, c'est important de pouvoir rejoindre l'autre dans tout ça, et d'essayer de faire l'exercice, en tout cas, d'essayer de montrer à l'autre une image un peu plus positive. Donc, il y a ça. Et ça dure combien de temps, ce processus ? Ouf. J'imagine que ça dépend des personnes aussi. Ouais, ça dépend des personnes. Après, voilà, moi, je l'étale un peu sur quelques séances, donc j'ai un peu ma méthode classique. On commence avec un exercice où la personne se prend en photo, où elle va vraiment décortiquer tout ce qu'elle aime bien ou pas et de voir un peu sur quoi elle a un impact ou pas, parce que par moment on oublie qu'on peut avoir un impact s'il y a des choses qui nous complexent. Je peux prendre un exemple à la con, mais tu vois, si par exemple tu as toujours détesté la couleur de tes cheveux, fais une colo. On peut être bien dans son corps, on peut se l'autoriser, et par moment ça se joue à des belles choses comme ça. Et puis après, les choses sur lesquelles on n'a pas trop d'impact, mais c'est pouvoir le nommer et d'accueillir au niveau émotionnel. Voilà, je n'aime pas trop ça, mais c'est pas grave, ça fait partie d'un ensemble. Et s'il y a des choses dans le quotidien qui viennent faire que tu vas faire une hyper focalisation là-dessus, c'est de se dire ok, on n'est pas obligé de se regarder H24 dans le miroir, ça peut être juste un détail dans le fond, quand je fais ma tenue je regarde, mais c'est fini, quoi. Et donc c'est scruter tous ces habitudes comportementales aussi pour aller un peu décortiquer et donc permettre que la séance photo c'est un peu la finalité du processus, mais ça va dépendre effectivement du bagage de la personne et de la raison pour laquelle elle fait ça, parce que par moment il y a des personnes qui ont un historique plus compliqué que d'autres, quoi. Ça n'aide pas, ça, avec les réseaux sociaux où chacun montre une image un peu parfaite de lui-même. Tout à fait. Ça ne doit pas aider, en fait, non, pour les personnes justement complexées, etc.
ça met en avant nos propres complexes de voir ces personnes-là, entre guillemets, parfaites, comme ça. Ouais, complètement. En fait, on appelle ça... donc, le système de rumination, c'est quand tu es dans ta tête en train de penser. Je te la fais court, mais il y a un truc qu'on appelle les ruminations abstraites. Et donc ça, c'est quand on se perd un peu dans sa tête. Bref, tu as plein de catégories. Et il y en a une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle la comparaison sociale. Et ça, c'est un des facteurs qui vraiment pousse au fait d'être déprimé ou anxieux et donc fatalement pas très bien avec son image. Et donc, en fait, c'est d'être au clair avec le processus. Moi, c'est souvent une des premières choses que je viens nommer avec la personne, c'est de dire, OK, mais comment ça se fait que tu finis par te sentir pas bien ? Il y a sûrement des comportements que tu mets en place qui viennent faire ça. Et donc, souvent, effectivement, ça peut être aller sur les réseaux sociaux où, en fait, c'est que ça. Quand tu vois Instagram, alors moi, c'est un média que j'adore parce que je trouve qu'il y a une liberté créative qui est hyper chouette, c'est hyper stimulant, t'as un partage qui est hyper beau, mais il y a, voilà, comme dans tout, il y a aussi des aspects négatifs, et donc c'est une invitation à la comparaison. Quand t'as toutes ces stories avec... voilà, c'est un mécanisme qui invite à faire ça, mais pour moi, c'est d'apprendre à utiliser le média, pas le mettre à la poubelle, et de se dire, OK, je suis au clair avec un peu les petits démons du truc, et comment je vais faire pour l'utiliser de manière à ce que ça me fasse pas trop de mal, et si tu sais que t'as tendance à te comparer physiquement, peut-être sélectionne, fais un peu des filtres, et décide un peu de te désabonner des gens qui te font pas du bien au niveau image. Va regarder des petits chiens, des petits chats, c'est très mignon aussi. C'est toujours bien ça. Ça fait toujours du bien. Et comment ça se passe qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu vois l'évolution de ces personnes et que tu les aides à apprendre à s'accepter ? Ah, c'est beau. C'est, pour être tout à fait transparente, un exercice très difficile qui prend beaucoup de temps. Donc, j'avais un peu l'illusion en commençant, je suis venue avec ma belle utopie de on va faire ça en 2 séances, ça va être merveilleux. Non, pas du tout. Ça prend vraiment beaucoup de temps et ça, c'est important de le dire. Donc, c'est vraiment une des premières choses que je vais aller dire aux gens, c'est dire, voilà, sachez que ça va prendre du temps. Donc, soyez patients et on est déjà content si on arrive à une vision neutre de votre image corporelle. Une vision positive n'est pas nécessairement l'objectif. On est très content si on y arrive, mais une vision neutre, c'est déjà pas mal. Et puis d'avoir des moments où on est déjà un peu mieux avec son image, c'est déjà très beau, quoi. Et donc là, c'est un peu diminuer ses attentes, parce qu'on est vite dans un perfectionnisme de « Ah, c'est ça qu'il faut que je sois tout le temps parfaite et que je m'adore », mais en fait, c'est pas nécessairement le but. Donc il y a déjà cassé ces attentes-là. J'ai perdu le fil. Et qu'est-ce que tu ressens ? Ah oui. Du coup, ouais, c'est fatalement, oui, j'ai encore eu il n'y a pas longtemps, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle écoute, une petite personne qui, on venait de loin au niveau perception de son image, et donc on a mis plein de choses en place, et là, on a refait l'exercice, donc on refait ce processus de séance photo qu'on a déjà fait avant, donc elle repasse par la séance, de se prendre en photo, et la comparaison c'était terrible, quoi. C'était merveilleux. Il y avait des choses qu'elle détestait, qu'elle a fini par vraiment même apprécier, quoi. Enfin, c'était vraiment trop beau. Puis il y a des choses qui restent négatives, mais c'est de se dire, ça fait partie du truc, mais c'était globalement beaucoup plus positif. Donc comme quoi, c'est chouette, quoi. Et ça, c'est vraiment des grandes victoires, ça fait trop du bien, c'est hyper beau, c'est chouette de contribuer à ça, quoi. Et c'est dans ces moments-là aussi que ton métier prend tout son sens. Ah oui, complètement, toutes ces victoires. Après, j'aime croire que c'est vraiment l'autre qui met tout en place et qu'on a un petit coup de boost, mais si on peut au moins être ça, avec plaisir, quoi. Et comment tu utilises alors le théâtre et la peinture ? Ouais, alors, donc il y a l'impro théâtrale que j'utilise avec des exercices pour apprendre à se sentir bien dans son corps. Donc c'est-à-dire que en fait, on oublie qu'on a vraiment cette enveloppe corporelle qui est là avec nous. Par moments, on se dit juste qu'on est un cerveau, qu'on réfléchit à plein de choses. Mais non, t'as tout ton corps qui va être là. Et si t'es pas bien dans ton corps, t'es pas bien dans ta tête. Donc, c'est un peu de réutiliser cette enveloppe corporelle qu'on a là pour apprendre à l'utiliser, à la mettre bien pour potentiellement avoir un effet positif sur la tête. Et donc, du coup, t'as une large panoplie d'exercices super chouettes et même rigolos. Donc, c'est chouette d'amener un peu de légèreté, je trouve, dans ce genre de choses-là. Et qui, je trouve, sont très chouettes et très ludiques et très apaisants. Et donc, la plupart du temps, quand les gens mettent ça en place, c'est chouette. Et puis après, nous, il y a même dans les séances, on va utiliser ça un peu dans les jeux de rôle. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place au niveau... Enfin, il y a plein de processus psy que tu peux travailler, mais via des médias différents, comme l'impro. Et c'est un peu difficile à expliquer, parce que fatalement, c'est très corporel. Donc, je pourrais t'en parler, mais c'est plus dans le fait de le vivre que de l'expliquer, quoi. Et la peinture ? Et alors la peinture, donc peinture, dessin, c'est un peu souvent ce que je dis en première séance quand je rencontre quelqu'un, c'est que ça doit être son truc. Ah oui. Donc il faut pas, je demande, les gens n'ont pas besoin sur leur CV d'avoir 10 ans d'expérience là-dedans, loin de là. Donc je dis, si vous avez une curiosité, vous êtes les bienvenus. Mais l'idée, c'est de donner un média que les gens vont pouvoir utiliser pour pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc c'est apprendre à être dans l'ici et maintenant, dans l'utilisation des sens. Et donc, tu peux faire ça avec tout et n'importe quoi. Donc, j'ai des gens qui viennent avec des passions qui sont hyper diverses, qui ont justement cette connexion artistique. C'est pour ça souvent qu'ils viennent, parce qu'ils aiment bien un peu cette différence-là.
Donc, gens qui vont aimer la danse, l'écriture, enfin, les films, enfin, voilà, ça peut être hyper diversifié. Et en fait, peu importe le média que tu vas utiliser, le tout, c'est de réapprendre cette discipline de pleine conscience. Et donc, c'est d'arriver à mobiliser, par exemple, dans la peinture. Moi, c'est vraiment ça qui me fait aussi tellement de bien quand j'en fais. C'est ce côté texture, tu vois. Tu as la sensation corporelle de quand tu viens toucher la toile. C'est des sensations qui sont hyper agréables. Et tu es tellement focalisé sur ce que tu fais qu'il y a presque une impossibilité d'aller réfléchir à autre chose et à tous les problèmes que tu pourrais avoir dans ton quotidien. Donc, et ça fait du bien parce que c'est quelques heures comme ça de connexion de toi à ces médias que tu utilises et qui font juste du bien et qui te déconnectent. Et quand on est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, ça fait du bien. Les gens qui viennent te voir, en général, ils viennent parce que tu utilises des méthodes comme ça artistiques ou c'est du hasard ou c'est vraiment pour tes méthodes aussi? Ouais, alors ça dépend des gens. Donc c'est vrai que j'ai un peu toujours cette curiosité de pourquoi moi. Et par moments, je la pose pas nécessairement, donc j'ai pas fait une étude. Je peux pas dire pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai eu pas mal de gens qui sont venus en disant ah. Ça m'a fait plaisir de voir que vous avez un autre métier, ou que vous avez une curiosité pour ces médias-là, ou ah, moi aussi je fais ça. Ça me fait plaisir de savoir que vous allez me comprendre pour ces médias-là, où il y a des gens qui, voilà, c'est leur métier, donc c'est dire, voilà, vous allez comprendre. Donc il y a vraiment ce sentiment d'être plus compris parce qu'il y a une expérience de ce côté-là. Et par moments aussi, c'est vrai qu'on projette un peu sur moi une ouverture différente, une ouverture d'esprit, parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette association dans l'artistique d'être voilà, ouvert. Et j'aime croire que je le suis. Donc voilà. Et dans ton métier de psychologue, tu ressens parfois aussi ce syndrome de l'imposteur que tu peux ressentir dans tes métiers plus artistiques? Eh bien, étonnamment, pas du tout. Ah, bah tant mieux. Ouais, je l'ai travaillé. Hein. Non, là ça va. Justement, on avait un peu cette question qui s'était posée dans ma formation et j'étais assez fière de dire que pour une fois, pas du tout. Quoi. Je me sentais vraiment à ma place. Après, voilà, clairement, ce qui a contribué, c'est que j'ai fait une formation. Je me suis spécialisée pendant 3 ans après mes études. Sans ça, oui, je l'aurais toujours, tu vois. Mais là, je sens que je fais des choses et je vois bien que ça bouge et que ça fonctionne. Donc, à un moment, c'est de constater que tu as ta place et que tu as un impact qui est chouette, quoi. Donc, ouais. Un peu dans le même style que les premières fois où tu es payée pour faire des photos. J'imagine, les premières. Ça, tout à fait. Ouais, et justement, les premiers rendez-vous, vraiment, ça. quand c'est concret, quand tu es psychologue formée, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là de recevoir tes premiers patients? Une fois que tu es formée, c'est ça? Oui. Ouais. Déjà, ça prend longtemps d'être formée. Donc, une fois que tu as le diplôme, je dirais que là, tu te sens quand même que... Après, je parle très personnellement, je sais que c'est pas le cas de tout le monde autour de moi. Mais je me sens... genre que j'ai un bagage et que j'ai une malle à outils vraiment qui est hyper large et diversifiée. Donc, je sens que j'ai assez. Après, ça m'a fallu... Voilà. Il m'a fallu 3 ans pour avoir vraiment ce ressenti. Au tout début, ton syndrome de l'imposteur, tu l'as. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas des bonnes choses, mais tu es moins convaincu des fondements empiriques qui viendraient prouver que tu fais les bonnes choses. De ta légitimité. Voilà, c'est ça. Et comment tu combines tous ces différents métiers? Ouf, c'est pas facile. C'est pas facile, mais à la fois, moi, c'est vraiment... je crois que c'est la seule manière que j'ai envie de vivre ma vie. Enfin, ça c'est vraiment un déclic récent. Parce que pendant longtemps, je me suis hyper focalisée sur la psycho et puis je me suis dit, tiens, en fait, il y a d'autres choses que j'ai envie de faire et l'équilibre ne me convient pas trop pour le moment. Et donc là, j'ai un peu cette balance qui s'est enfin mise et qui m'épanouit énormément. Et donc là, j'ai enfin cet équilibre où je fais un peu de cabinet, un peu de peinture et un peu de photo. Et donc j'ai un quotidien hyper diversifié. Et c'est très plaisant parce que il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de complémentarité. Et du coup, je trouve qu'on fait vraiment les choses à fond parce qu'on ne se lasse pas. Parce que tout est... Ouais, c'est ça. Ça répond à des besoins différents. Donc, t'as envie d'y retourner à chaque fois dès que t'as fait une autre chose. Et donc, il y a un peu cette tournante entre les 3 médias. Donc, c'est très gai. Concrètement, comment s'organisent tes semaines ou tes mois? Ouais. Actuellement, du coup, mon horaire, c'est que j'ai 3 après-midi où je travaille en cabinet. Et alors, les matinées, je fais tout ce qui est retouche photo. Donc, c'est mes 3 premières journées, c'est les retouches. Et alors, jeudi, vendredi, ça, c'est mes plages plus larges où je fais des commandes photos. Et donc ça, c'est en fonction de ce que les gens choisissent comme formule. Ça prend plus ou moins du temps différemment. J'essaie de faire une seule chose par journée parce que j'aime faire les choses vraiment avec une énergie à 300%. Et si je fais trop, je ne vais pas pouvoir le donner. J'ai un gage de qualité que j'ai envie de donner. Et donc, soit c'est une commande peinture, soit c'est une commande photo par journée. Et puis quand j'ai trop de trucs à retoucher, je bloque mes plages. Et alors là, c'est reparti pour les retouches ou toutes ces choses-là, quoi. T'as pas des envies parfois t'as bloqué une journée pour la photo et en fait tu sens que tu dois peindre? Il y a des journées où ça arrive ou pas? Pour le moment, pas encore.
Pas encore. Mais c'est vrai que c'est compliqué à combiner parce que comme on discutait juste avant, les impulses sont pas les mêmes. Donc je peux plus facilement m'adapter en photo, là où en peinture c'est compliqué. Et donc par exemple là j'ai 2 personnes très patientes qui attendent leur commande peinture. Et il y a des fois j'avais effectivement ces journées qui étaient bloquées et j'ai senti que c'était pas le bon moment et il faut pas se louper quoi. Donc voilà. Mais après du coup c'est un peu ce que j'explique dès le départ, c'est qu'il va falloir un peu cet impulse, etc. Je donne quand même un délai. C'est pas non plus trop long. Mais voilà, je préviens et je tiens un peu à informer les gens de ce qu'il en est, quoi. Ouais. Récemment, tu as fait une exposition de tes peintures à Bruxelles, en pleine nature en plus. Ouais, c'était trop chouette. Comment ça s'est organisé ? Comment ça s'est organisé ? Longue histoire. Alors de base, je devais faire ça un peu à un autre endroit, mais voilà, le truc ne s'est pas mis et donc j'ai dû un peu rebondir en dernière seconde. Et au final, c'était trop chouette parce que j'adore la spontanéité à nouveau et j'ai eu plein de bonnes idées qui ont circulé. Et on m'a dit, mais tiens, Marine, toi, t'es vraiment quelqu'un qui aime bien la simplicité. Pas de chichi, enfin voilà, un truc un peu simple. Et en fait, il n'y a rien de tel que, surtout quand on a vécu à la campagne, de revenir un peu aux sources et donc de se dire, bah tiens, la nature, il n'y a rien de tel. C'est pas prétentieux, c'est pas, voilà, on peut juste aller faire quelque chose un peu de beau et sympa. Et c'était vraiment ce mot simplicité qui me parlait. Et donc, du coup, c'est un peu, voilà, c'est ça, franchement, ça s'est organisé en 3 jours, alors que j'avais prévenu, genre, 3-4 mois à l'avance qu'il y aurait cet événement. Il y a eu un coup de poker pour la météo, parce qu'en Belgique, c'est jamais certain. Voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et donc, non, c'était vraiment merveilleux. En fait, je l'ai fait là, à l'abbaye de la Cambre. Et donc, du coup, sur quelques jours, je suis un peu venue prendre mes marques. Et donc, du coup, j'ai trouvé du matériel. Voilà, j'ai acheté bricot, acheté des cordes, des trucs bazar. Et donc, du coup, j'ai eu ce truc assez parfait où j'avais prévu, je pense, 5 toiles, je crois. Et c'était parfait parce qu'il y avait 5 gros arbres qui m'attendaient. Et qu'il y a vraiment un espace parfait pour, je trouve, faire une expo de peinture, quoi. Et donc, du coup, j'ai organisé ça assez spontanément. Et donc, du coup, voilà, avec petit drink, etc. Et c'est une super journée ensoleillée. Il y a eu plein de passages. C'était hyper mignon de voir des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de voir ce genre de choses. J'avais un petit monsieur, je sais pas quel âge il avait, mais très âgé, qui prenait sa petite photo. Enfin voilà, il y a plein de moments hyper marquants, hyper vraiment touchants, des gens du quartier qui venaient voir. Ça a mis beaucoup de spontanéité, j'ai adoré ça, c'était hyper vrai et les gens ont passé un super moment. Donc on me demande c'est quand la prochaine. Et c'est quand la prochaine ? Bah du coup, normalement ça se dessinera pour septembre, fin septembre. On va l'organiser dans un endroit que je maintiens encore secret, mais qui sera donc dans le Brabant wallon parce qu'on a une ferme. J'ai une amie qui travaille dans une ferme et qui organise des événements. Il y a une guinguette, etc. Et donc c'est un endroit très 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 chouette qui s'y prête méga bien. Ah, génial. Voilà. C'est vraiment, il faut aussi que l'endroit ait un certain ait une âme justement. Voilà. Ouais, pour rester cohérente en fait, tu vois. Et moi, c'est ça en fait. J'ai envie de présenter un projet cohérent en fait. Et c'est vrai que je sais pas. J'ai remis en question le fait de faire en intérieur, etc. Parce que j'ai eu des opportunités. Et il y a plein de super endroits, mais en fait, il y a ce côté luminosité aussi que t'as que en extérieur. Et c'est marrant parce que c'est assez cohérent avec mes photos que je fais que dehors. La lumière est 1000 fois plus belle, en tout cas à mes yeux. Et j'ai la même chose avec les peintures, que je travaille énormément avec la lumière. Donc moi, quand je fais mes peintures, c'est vraiment la vitre et toute sa lumière qui rentre, et donc du coup elle est créée comme telle, et donc il faut qu'elle soit dans un endroit qui la mette en valeur. Et donc en fait je joue beaucoup avec des paillettes, des textures nacrées, etc., qui vont au reflet lumineux changer et vivre, et donc c'est une peinture qui vit beaucoup avec la lumière. Et en fait, de l'avoir expérimenté, j'étais ravie vraiment d'avoir été en extérieur parce que j'ai pu expliquer ça aux gens qui venaient voir. J'étais attends, là c'est génial, tu vois ce rayon lumineux qui tape, mais maintenant tu peux enfin voir la nacre là qui est en train de refléter, etc. Et donc il y a toute une vie qui prend et c'est devenu hyper cohérent. Donc là, ouais, autant que possible vraiment en extérieur, mais après voilà, à nouveau, en tant que bonne Belge, on sait que c'est compliqué. Oui. Et une exposition de photos, tu l'as déjà fait ? Ah non, à nouveau, je crois, syndrome de l'imposteur. Je n'ose pas me lancer, mais j'aimerais beaucoup. J'ai l'impression que c'est moins facile parce qu'à ce côté, choisir les photos. Imprimer une peinture quand elle est faite, elle attend qu'à être exposée. La photo, c'est... Mais oui, un jour. Tu as déjà imprimé des photos, rien que pour toi aussi, pour les garder ? Que jamais. C'est vrai que c'est fou. Ouais, j'aimerais beaucoup, mais je sais pas. non, tu sais quoi, non, il y a eu 2, c'est un cadeau de Noël. J'ai eu 2 peintures, 2 photos de voyage qui ont été imprimées que j'ai faites. Et ça, c'est au Brésil et Kirghizistan, et c'est des photos que j'adore. Donc ça, je suis très contente. Elles sont en grand format, comme ça, je les regarde tous les jours. Mais non, sinon, il faudrait vraiment que je fasse ça. Parce que c'est vraiment différent, en fait, de les voir sur papier plutôt que sur ordinateur. Il y a une paire de moi qui est vite complètement terrorisée à l'idée de les avoir en grand. Mais ouais, ce serait sur la to-do list.
Et tu as un compte Instagram sur lequel on peut voir justement tes peintures et tes photos. C'est important de partager aussi aux gens comme ça tout ce que tu fais. C'est au travers du partage que je crée en fait. C'est pour ça que je dis vraiment ces plateformes, il ne faut pas les diaboliser parce qu'elles ont beaucoup de bénéfices. Et moi, elles contribuent énormément à ma créativité. Et je sais que ce côté feedback immédiat, c'est à la fois à double tranchant. Hein. Ça peut être hyper piégeant de se dire « Ah, et là, j'ai pas eu de réaction » parce que voilà, on est tous piégés par ça. Mais en même temps, il y a aussi tout ce positif et je trouve qu'il faut vraiment se focaliser là-dessus parce que sinon, on ne fait rien. Et c'est très encourageant. Je trouve que moi, je ressens beaucoup de bienveillance de la part de la plupart du temps des gens qui suivent ça et c'est hyper boostant, quoi. Ça crée aussi de belles opportunités, justement, pour des clients. Dans quel sens ? Pour des gens qui te font des commandes ? Oui, tout à fait. Ah oui, ça te fait une visibilité énorme, en fait. Moi, c'est que via ça que je vais avoir mes opportunités de travailler là-dedans, que ce soit en photo ou en peinture, quoi, quasiment, ouais. Ah oui. Donc c'est important pour toi. C'est hyper important. Si tu veux travailler là-dedans, je trouve qu'à l'époque qu'on a, il faut passer par là, quoi. Et puis voilà, les gens ont besoin d'un visuel. Quand tu racontes, que tu rencontres quelqu'un, je sais pas, dans n'importe quel contexte, tu dis voilà, moi je fais ça. Tant qu'il n'y a pas de visuel pour aller expliquer vraiment ce que tu fais, on se rend pas compte. Donc moi j'ai toujours un peu mon téléphone qui traîne. C'est ça que j'ai fait. Donc c'est là que ça permet de connecter, quoi. Et tu sais décrire ton style de photographie ? Ouf. J'aime croire qu'elles sont authentiques. En tout cas, c'est un peu le feedback que j'ai eu beaucoup. Donc, je me dis, ah, chouette. On me renvoie souvent, je vais laisser parler les autres, du coup, en les citant, mais on m'a souvent renvoyé qu'il y avait beaucoup d'émotions, que c'était authentique, qu'il y avait quelque chose d'assez sincère, et que c'était vrai dans les types de personnes un peu choisies ou vrai. Et puis, alors, ça, c'est les photos individuelles, les portraits, et puis il y a les histoires un peu plus. Voilà, quand tu as plusieurs personnes, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une séance photo d'un papa et de son fils en République dominicaine. Et c'était vraiment... c'était extraordinaire à faire. Et en fait, c'est des gens vraiment que j'ai abordés. Ils étaient sur un food market. Et j'étais, excusez-moi, mais je dois vous prendre en photo. Vous avez une complicité qui est juste magique. Et il avait une super belle histoire à raconter. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'était presque du documentaire. En fait, je les ai suivis dans leur complicité de père et fils. Et donc ça, c'est... voilà, donc les feedbacks sont pas les mêmes parce que c'est pas les mêmes types de photos, tu vois. Et donc là, c'est les gens étaient très touchés de voir en fait cet aspect un peu documentaire d'un truc très mignon que moi, j'ai eu la joie et l'honneur de transmettre en photo, pouvoir raconter cette histoire à d'autres personnes, quoi. Dans ce genre de situation, tu essayes alors d'être la plus, entre guillemets, transparente pour vraiment laisser vivre le moment et toi pouvoir le capter. C'est ça. Donc en fait, je fais des allers-retours entre je les laisse vivre des moments et puis je donne des impulsions. Là, c'est vraiment ce qu'on a fait. Ils étaient super ouverts et hyper chouettes. Et en même temps, j'avais juste envie de les capter comme ils sont parce qu'ils dégageaient tellement déjà quelque chose de fort que j'ai pas dû faire grand-chose. Il faut aussi dire qu'on était dans un cadre idyllique. C'est une île, t'as l'océan, t'as les plages, les palmiers. Enfin voilà, il n'y avait pas grand-chose à créer. Tout était déjà magnifique. Et puis l'enfant était déjà hyper créatif. Hein. Lui-même a amené plein de... Ils ont fait que jouer, en fait. Ils ont fait que jouer. Et alors après, moi, il y avait quelques petites idées, des petites envies que j'avais. Donc, je leur ai proposé. Je voulais absolument qu'ils tiennent à l'envers, en l'air. Et puis, on l'a fait. Et c'était une autre idée de jeu, au final. Donc, ils l'ont vraiment vécu comme un jeu, plus qu'une idée de pose photo, quoi. Après, tu leur as envoyé les photos ? Ouais, c'était merveilleux. En fait, en plus, pour un petit peu la petite info, c'était super touchant parce qu'en fait, le papa est vénézuélien, donc il vit en République dominicaine et il travaille en tant que prof de surf, si je dis pas de bêtises. Et donc, il s'est mis en couple avec une expat américaine. Et donc, en fait, ça s'est fini. Et en fait, elle est partie avec son enfant vivre aux États-Unis. Et lui, ça a été une déchirure. Et donc là, il y a eu un peu ce moment exceptionnel. Et je crois que c'est ça que j'ai senti dans leur complicité, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait de très fort. Et son enfant venait de revenir, en fait, et ça se voyait. Et donc, il m'a dit, quand je lui ai demandé, il avait les larmes aux yeux, en fait. Il m'a dit, mais quel cadeau. Quel cadeau. Et donc, du coup, c'était pour moi une évidence de faire ces photos-là, parce qu'en plus, on a vraiment galéré à la faire, parce que quand on organise ça en vacances, qu'on a un agenda, que l'autre a un agenda, voilà, faut aussi le caler, ce moment-là, et on a réussi à le faire. Et après, quand je lui ai montré les photos et que j'ai dit, voilà, on l'a fait, vraiment, il a fondu en larmes et il m'a dit, merci pour ce cadeau. Tu te rends pas compte de ce que ça veut dire pour moi au vu de mon histoire avec mon enfant, et faire des choses pareilles, moi, je trouve ça incroyable. C'est merveilleux. C'est magnifique. Ouais, vraiment. T'as déjà pensé vivre uniquement de la photographie ?
Non. J'aime beaucoup la psycho quand même. Ouais. Non, je pense que j'aime beaucoup ces 3 disciplines et que, comme je disais, je trouve mon équilibre dans les avoir tous les 3 et la psycho m'apporte beaucoup aussi au niveau stimulation. Je trouve que, je sais pas, je reste très fascinée par l'humain et je trouve que je vais toujours plus loin grâce à ce métier. Et puis, je sais pas, j'ai ma petite identité d'aimer aider les gens, donc on le fait quand même vachement de manière concrète en psycho. C'est très différent, je trouve qu'on le fait quand même aussi via les médias artistiques, mais c'est plus indirect. Donc non, je crois que j'aurais besoin toujours d'avoir un peu des 3. C'est important de se permettre de ne pas rester dans une seule case. Si on a envie d'explorer plus, de se permettre de faire ça. Ouais, complètement. Et je pense que l'équilibre va changer tout au long de ma vie. J'aime croire que je peux avoir une flexibilité de ce côté-là. Et que du coup, par exemple, j'ai expérimenté là pendant quasiment 3 ans de faire beaucoup plus de psycho, moins de ça. Et puis j'ai vite senti que ça me manquait. Là, je sens que je suis dans une vague où effectivement j'ai besoin de plus de médias artistiques, donc photo, peinture, et c'est effectivement ce qui est en train de se créer. Et je pense que ça va fluctuer. Et je pense que c'est ça qui est chouette avec tous ces médias-là, c'est qu'on peut tout faire. Donc je pense c'est important de s'octroyer de la flexibilité dans l'équilibre qu'on fait, tout ça. Et tu penses tester une autre forme d'art ? Du coup, il y a fatalement donc, cette improvisation théâtrale que je fais déjà sur le côté, qui pour moi est complètement une discipline différente et qui me passionne et que je lâcherai à nouveau pas du tout. Je la garderai toute ma vie, ça fait déjà peut-être 7-8 ans que j'en fais. Pour moi, c'est un autre média aussi, tu vois, que j'adore. Mais en fait, je suis très ouverte, j'ai une grande curiosité au niveau artistique, tout me fascine. Et dès que les gens... Ouais, par exemple, la poterie. Voilà, je fais un bête atelier où j'ai créé une tasse qui était d'ailleurs merveilleuse. C'était génial, quoi, ce côté texture, toucher, enfin, tu vois, et je pense que c'est ça. Mais après, il faut savoir se canaliser aussi, quoi. Parce que quand on a envie de trop faire, on se disperse. Je pense que c'est important aussi de savoir où mettre son énergie. Mais je pense qu'à un moment, si je m'empêche, je vais aussi partir sur un autre média encore. Si t'as trop de temps. Dans quelques années, c'est ça. Quels sont tes futurs projets comme ça ou tes futures envies ? Ouais. Là, j'ai envie de continuer à faire des photos à l'étranger. Ça, c'est mon nouveau truc qui me... Le matin, je me lève, je me dis, c'est quand la prochaine fois ? Donc, soit les voyages un peu plus longue distance, je sais pas, Amérique latine, Asie & Co., de vraiment aller prendre les gens dans des environnements qu'on n'a pas du tout ici et de montrer ça, mais de prendre des locaux ou des expats, je suis assez ouverte, dans ces endroits-là. Ça me fait vraiment rêver d'aller organiser des choses assez spontanément, puis pouvoir rencontrer les gens. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc ça me parle énormément. Puis j'ai ce projet d'aller faire des portraits dans des villes un peu types, comme j'ai fait à Berlin. Je vais bientôt le faire à Bruxelles, parce qu'il faut quand même commencer aussi par là où on vit. Ouais. Et puis après, j'ai des villes qui me vendent un peu du rêve. J'ai envie de faire Barcelone, New York. J'ai potentiellement des opportunités d'exposer là-bas en peinture. Donc ça me fait un peu rêver d'aller profiter de ça pour aller faire des portraits en plus. Et j'adore cette rencontre qu'il y a via le portrait. Donc ça, c'est plutôt pour les photos. Et alors, en peinture, j'ai plein de gammes de couleurs que j'ai envie d'explorer. Je reste sur mon petit format, mais j'ai plein d'idées. Mais là, il va falloir que je me lance. Donc, voilà. Je vais te poser la dernière question du podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Waouh, génial, oser faire. J'aimerais oser créer dans des endroits insolites et être inspirée par des endroits comme ça. Donc, par exemple, aller, je sais pas, me mettre au bord dans une montagne avec ma toile, mes peintures et de voir un peu qu'est-ce qui m'inspire, quelle est l'énergie du moment et de voir un peu qu'est-ce que ça vient m'inspirer. Donc, un peu des trucs comme ça, d'aller créer dans des endroits insolites, que ce soit des séances photos ou des peintures, d'aller voir un peu les énergies du moment, puis me pousser un peu à voyager et voir ces choses différentes, quoi. Je dirais que ce serait un peu ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Trop chouette. Merci Marine d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir ce dont on a parlé dans les notes de cet épisode. Pour info, l'Expo qu'elle évoque sera finalement organisée au printemps prochain, encore à cause de la météo belge. Mais je vous tiendrai évidemment au courant de la date. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.